Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. Pendant cette période estivale, nous sommes dans le studio à Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, tout près de Montréal, au Québec, Canada. Voici nos 6e suggestions, et faites-nous part de vos suggestions. Nous étions en première samedi le 19 août 2023 pour le Vidéorandia numéro 34. Conception, animation et montage, Richard Glenn, celui qui vous parle. L'ésotéristes du Nouveau Monde, nos suggestions estivales, à votre choix. Odyssée du 1001 de la Terre, Philippe et les Papous, ainsi que des vieux documents d'archives qui sont encore très d'actualité dans le domaine de l'ésotérisme expérientiel. Et M. Philippe, qui est un de nos invités principaux aujourd'hui. Complément surprenant à ne pas manquer, avec Gilles Surprenant dans le Forum Randia. La musique, Daniel Morancy. Soutien technique, Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald. Recherchiste Louis Ferland, à la régie, Spirale. Et le concepteur du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Bien évidemment, les compléments surprenants à l'adresse orandia.com. Il faut absolument aller lire les compléments de Gilles qui apportent tellement d'informations supplémentaires, complémentaires à tout ce que vous voyez et entendez ici. C'est incontournable. Alors, bonne émission. Bonjour tout le monde. Nous achevons le mois d'août déjà et je pense que cet été ne fut pas très resplendissant de beauté, de chaleur et d'intensité, mais il faut s'y faire. C'est un changement de monde, un changement de paradigme à tous les niveaux. Aujourd'hui, avec ce Vidéorandia numéro 34, on va aborder quelque chose qui est beaucoup plus métaphysique qu'habituellement. Parce que je sais que vous attendiez un événement majeur qui soit à la portée de tous. Oui, c'était à la portée de tous, mais ce n'était pas nécessairement au premier niveau. Comme je l'ai écrit dans le Facebook, dans la semaine du 14 au 18 août 2023, il y a eu une réunion d'une importance capitale ici à Montréal. Il y a 400 ans, il y avait eu la résurgence de l'ordre de la Rose-Croix à Morques en 1623. On est maintenant en 2023. Il y a donc exactement 400 ans que tout ça s'est déroulé et que nous devons constater que cet ordre mystique et spirituel, qui n'est pas une secte, mais qui est une fraternité de gens qui veulent échanger ensemble dans leurs réflexions. Vous savez, la science avance à grands pas par des découvertes, suite à des réflexions ici, des découvertes par hasard, ou par des réflexions qui amènent des scientifiques, des gens qui ont l'esprit, j'allais dire matérialiste, pour vérifier des faits en laboratoire et que dans les mêmes conditions, on obtiendra les mêmes résultats. Mais d'autre part, il y a les mystiques qui, eux, ont des intuitions aussi et qui se demandent d'où proviennent ces intuitions. Les autres se contentent d'aller chercher les résultats que ça peut apporter, des résultats probants qui peuvent servir à tout le monde dans la matière. Mais les premiers, les mystiques, sont plus spirituels. Ils recherchent la source de ces intuitions. Et le chemin est des fois semblable. Autant chez l'un que chez l'autre, c'est une voie solitaire. Les scientifiques dans leur laboratoire et les mystiques dans leur oratoire tentent de percer les mystères de la réalité. Les uns dans le plan matériel et les autres dans le plan spirituel. Alors,
je vais d'abord vous dire que notre monde change, hein, on le voit. La société d'aujourd'hui n'est pas la société de vos parents ou de vos grands-parents, encore moins. Moi qui suis né en 1946, c'était la moitié du dernier siècle. Hein. Alors, je peux vous dire que j'ai vu, moi, à Montréal, les livreurs de lait et de pain qui étaient des charrettes tirées par des chevaux sur la rue Saint-Denis. Ouais. Eh bien, on a évolué sur le plan technologique. On a progressé sur le plan technologique, mais on n'a pas beaucoup évolué sur les plans sociaux, sur le plan de la prise de conscience de notre réalité. Malgré tout, les temps changent. Le monde a changé, on nous le dit particulièrement depuis un événement majeur qui s'est produit en 2001. Et évidemment, il y a eu une espèce de mystique inspiré, qui est un auteur de science-fiction, de science-fiction. Alors, on a encore le scientifique qui cherche dans les faits, dans la matière, et fiction qui est dans l'aspect mystique. La science-fiction, c'est l'alliance des deux. Arthur C. Clarke, qui avait écrit Sentinelle, un roman qui a été transformé pour le cinéma en Odyssée de l'espace 2001. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque d'Odyssée de l'espace 2001? Puisque dans le film inspiré, il y a des gens dans l'histoire, on nous rappelle que dans nos ancêtres très anciens, les singes auraient touché un monolithe et en le touchant, ils font une prise de conscience. Et leur monde va évoluer et changer au point d'être rendu ce qu'on a fait, des astronautes qui eux aussi sont issus du singe et ont réussi à atteindre la Lune et ils retouchent encore une fois le fameux monolithe. En lui touchant, il y a comme un feedback qui arrive dans les oreilles de tout le monde, autant chez les singes que les autres. Ça nous prouve qu'il y a quelque chose qui est comme une réflexion sur lui-même. Un feedback, c'est quand on prend un micro, on allume un haut-parleur, et on est trop proche du haut-parleur que quand on allume le micro, on n'a même pas besoin de rien dire. Le son qui est capté par le micro est émis par le haut-parleur, qui rentre dans le micro, qui renvoie dans le haut-parleur, qui rentre dans le micro, qui renvoie dans le haut-parleur, et ça fait... Mais oui, c'est le feedback. Alors, avec un son noir, avec un son neutre, de toute façon, ça va faire un feedback. En 2001, oui, c'était l'époque où on a dit « le monde a changé ». Parce que, justement, on est passé d'un état de conscience à un nouvel état de conscience qu'on n'avait pas dans les années 1900, 1950, 1980. Les scientifiques avaient commencé à toucher du doigt ce qu'on appelle la physique quantique. Et la physique quantique, c'est plus dans la matière. Réellement pas. Et ça contredit, ça défait toutes les théories scientifiques, même d'Einstein, qui fait qu'une particule n'est plus dans l'espace et dans le temps seulement. Ils sont obligés de reconnaître qu'il y a une troisième dimension. Non seulement, on dit dans l'espace, il y a 3 dimensions, en avant, en arrière, en haut, en bas, à gauche, à droite. Mais il y a aussi le temps. Ben, le temps est à 3 dimensions aussi. Il y a le passé, le présent et le futur. Bon. Alors, on se rend compte que la 3e dimension, c'est pas dans ces deux-là. Ce sont déjà 2 modes d'expression de 3e dimension. Mais il y en existe une 3e qu'on va appeler l'ordre. Le chaos ou l'ordre. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on crée dans la matière de l'ordre. Dans l'ordre, il va y avoir des hiérarchies, il va y avoir des choses qui vont arriver avant que l'autre arrive, et ça peut pas être le contraire, c'est-à-dire, est-ce que c'est l'œuf qui vient avant la poule ou la poule qui vient avant l'œuf? C'est un faux problème, parce que les dinosaures qui n'étaient pas des poules pondaient déjà des œufs. Donc l'œuf est arrivé avant la poule. Et c'est une façon de comprendre que
l'être humain, avec sa raison, avec son cerveau, est capable de créer des choses qui sont presque invraisemblables. C'est 2001 qui a été un moment majeur dans le changement de prise de conscience qui pouvait nous permettre de réaliser probablement, parce qu'il y a eu d'autres épreuves qui sont arrivées déjà depuis, mais que cet événement de 2001 a fait remettre en question ce dont on se doutait depuis 1963. En 1963, on a passé proche d'une guerre mondiale avec la crise de Cuba, à l'époque de John F. Kennedy, qui a été tué, soi-disant par un Harvey Oswald, qui était en haut d'un édifice sur le parcours de la limousine, la Lincoln, et Harvey Oswald aurait tiré, pang, 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 3 coups de carabine, sans manquer sa cible. Et on sait que les gens ont commencé à penser que ça ne se pouvait pas. Et il y a eu des gens qui ont osé dire des choses, ils sont morts, les uns après les autres, d'accidents d'automobile, de crises cardiaques, de disparitions mystérieuses. Mais tout ça a amené le fameux terme conspirationniste. Ben, les conspirationnistes, c'est ceux qui voient des conspirateurs partout. C'est pas ceux qui créent les conspirations, c'est ceux qui dévoilent, c'est ceux qui les démystifient ou qui tentent de trouver des explications à ceux qui sont des conspirateurs qui, par tous les moyens possibles, tentent de créer de fausses pistes pour que les conspirationnistes finissent par découvrir la vérité. On se comprend que l'émission qu'on fait aujourd'hui nous amène encore dans une piste délicate, puis je sais qu'on marche sur des œufs. Les œufs de dinosaures étaient plus solides que les œufs de poule. On n'a plus des œufs solides comme les œufs de dinosaures. Alors, c'est toujours risqué de casser des œufs. Maintenant, donc, vous avez compris qu'avec Odyssée de l'espace 2001, on entre dans un nouveau monde où les gens remettent en question, et ça a déjà commencé à faire diviser la société, des gens qui disaient ça peut pas être Ben Laden, dans le fond, dans une caverne, alors qu'il souffre de problèmes rénaux. Il a besoin de dialyse 2 fois par semaine. Il était un agent de la CIA et il allait dans un hôpital où il y avait des militaires américains qui étaient là, puis lui recevait sa dialyse 2 fois par semaine. Et c'est pas en donnant des ordres à des gars comme Ali Akka d'aller piloter un avion de ligne, prendre le contrôle, puis aller frapper le World Trade Center avec 2 avions différents par d'autres terroristes. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a des gens qui sont conspirationnistes. Ils se disent, il y a une conspiration en arrière de ça, ça se peut pas que ce soit comme ça. Même les pilotes de ligne aguerris disent, on ne serait pas capable facilement de glisser et d'aller frapper la tour, parce que quand on penche, on glisse sur l'aile. Je ne veux pas qu'on tourne autour de ce problème, parce que c'est pas ça le but de notre exercice aujourd'hui, c'est simplement de se rendre compte que les choses changent, et que la société est en train de changer de manière radicale. Arthur C. Clarke, quand il a écrit Sentinelle, il avait compris qu'un jour, il y aurait sur la Lune quelque chose qui est comme une sentinelle installée là, que lui a montré comme étant un monolithe. Ça, c'est pour le film de Stanley Kubrick. Mais en réalité, Arthur C. Clarke avait vu une pyramide à 3 côtés. Seulement à 3 côtés, pas 4, mais 3 côtés, ce qui s'appelle un tétraèdre. Alors, ces 3 côtés, c'est le solide de Platon le plus simple. Parce que vous savez, les solides de Platon, il y a le tétraèdre, ensuite il va y avoir le cube, oui. Après ça, ça continue, 5, etc., etc. Bon, alors, pour nous dire la vérité, il y avait quelque chose qui a alerté, comme c'était écrit dans les livres de Arthur C. Clarke, la communauté cosmique. Le jour où l'être humain aura quitté la planète Terre pour venir sur la Lune, on va être averti. La Lune qui présente toujours la même face vers la Terre,
qui fait que la sentinelle est toujours là, en position d'alarme, comme un signal d'incendie. D'ailleurs, son livre se termine avec la phrase « Maintenant qu'ils ont touché la Lune, c'est comme un détecteur d'incendie qui déclenche l'alerte, l'alarme, et maintenant, il faut s'attendre à l'arrivée des pompiers, des extraterrestres, qui veulent venir voir maintenant qu'on est rendu capable d'aller sur la Lune. » Effectivement, la bombe atomique qui a sauté à Hiroshima-Nagasaki avant était déjà une explosion qui pouvait provoquer une réaction de ces êtres-là dans l'espace, mais ils se disent, tant que ça va rester chez eux, ils s'autodétruiront, c'est fini. Mais là, s'ils viennent aller sur la Lune, ils commencent à exploiter vers l'extérieur leur côté belliqueux, leur côté guerrier. On n'en veut pas. Alors, il faut le comprendre, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Les gens mystiques, c'est vers la lumière, c'est vers l'amour, c'est vers l'harmonie, c'est vers l'union. Les archontes, c'est le je me moi, individualiste, séparé des autres. On veut dominer, on a tous, on a peur de mourir, tous, qu'on soit archonte ou qu'on soit mystique, on a tous peur de mourir. Ça ne change rien, ça va arriver de toute façon. Et cette peur de mourir engendre toutes les autres peurs. Si vous n'aviez pas peur de mourir, vous n'auriez probablement pas d'autres peurs. Parce que la peur fondamentale, c'est la peur d'être attaqué, d'être tué, de manquer de nourriture, d'être battu et finalement mourir de ses blessures, de mourir de vieillesse ou de mourir empoisonné ou de mourir d'un accident. On a des projets, on a une vie éternelle dans notre esprit. On ne pense pas qu'un jour on va mourir, même si on vieillit. C'est clair. Mais si on est moins mystique, on essaye de trouver des solutions pour arrêter le vieillissement, pour arrêter les guerres. C'est encore étrange parce que là, on dit qu'il y a trop de monde sur la planète. Et vous savez que dans les pays où on n'a pas peur de mourir autant que dans les pays où il manque de nourriture, il manque d'eau, ils vont se reproduire beaucoup, beaucoup. C'est comme les plantes, c'est comme les animaux. C'est quand ils sont en risque de disparaître qu'ils vont reproduire des enfants, des petits, des bébés. Mais dès qu'on commence à avoir un certain confort, on a des plaisirs dans la matière et on n'a pas cet esprit d'être obligé de se reproduire parce que le temps qu'on est là, on en profite et d'autres en feront des bébés, puis il y aura d'autres êtres qui viendront nous remplacer pour continuer à profiter de la vie. Mais c'est quand on a peur de disparaître bientôt que tout ce qu'on a créé, on veut que ça se continue avec nos enfants, que ça se continue. Et c'est une drôle d'attitude que de vouloir éliminer des humains en se servant de la peur. Tu sais, peur de bombes atomiques, peur de guerre mondiale, peur de pandémie, peur de ruine sociale, que tout s'écroule. Si on était certain, on serait beaucoup plus pacifique et on ferait moins de bébés. C'est étrange à dire, mais c'est un fait visible et reconnu en étude des sociétés. Même chez les animaux, c'est la même chose. Alors maintenant, les documents que je veux vous montrer, j'ai beaucoup de difficultés à pouvoir vous les présenter parce qu'il y en a qui sont dans des sites qui ne sont pas YouTube, qui YouTube nous permet d'avoir accès à plein de données. J'ai fait des vidéos il y a très longtemps, dont celui qui est ici, qui fait référence justement à Odyssée de l'espace 2001, qui explique la fin qui est très étrange. Comment Stanley Kubrick en est arrivé à produire ce film-là avec des images. On peut voir d'ailleurs qu'il y a des Merkaba, qu'il y a des tétraèdres dans l'espace, alors que Bowman, l'astronaute, avec ses yeux, il regarde tout ce qui défile et ça change de forme et tout ça. C'est un étrange de voyage qu'il fait. Et il va se retrouver dans une espèce de château Louis XIV, le roi Soleil, et dans un lit. Ça va finir là. Et il voudrait toucher le monolithe qui est au pied de son lit. Il est rendu là. Et ça se termine comme ça. Prochain rendez-vous, 2010.
En 2010, alors je vous disais, j'ai de la misère à aller là parce que ça m'a l'air que la vidéo que moi-même j'ai produite il y a des années est difficile d'accès. Alors on va essayer de vous trouver une manière avec Gilles, on va trouver toute la solution pour le mettre. En tout cas, dès qu'on sera capable, on va vous le mettre de façon à ce que en bas de l'explication du vidéo Randia, il y a le nombre de visionnements et en bas de ce texte-là, il est marqué plus. Vous cliquez sur le plus et vous verrez tous les vidéos qui sont offertes à tout le monde ici et vous pourrez y avoir accès sûrement. Mais là, je ne peux pas vous en montrer d'extrait malheureusement. D'autre part, en rapport avec Odyssée de l'espace 2001, qui était l'année du World Trade Center, j'ai une suggestion à vous faire d'aller regarder ce témoignage extraordinaire. L'homme qui a survécu à l'effondrement de la tour numéro 1 du World Trade Center dans laquelle il était monté. Allons-y. Bureau. Mais à 8h46, alors qu'il est toujours en train de gravir les étages, l'ascenseur dans lequel il se trouve se met à trembler violemment. Les mécanismes de sécurité s'actionnent, l'ascenseur s'arrête net et le calme revient. Pour Buzzelli, aucun doute, il s'agit simplement d'une panne mécanique. Il ne le sait pas encore, mais un Boeing 767 avec 38 000 litres de kérosène et 92 personnes à son bord vient de s'écraser entre le 93e et le 99e étage de la tour dans laquelle il se trouve. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, Buzzelli comprend immédiatement qu'il s'est passé quelque chose de grave. Il est au 44e étage et une épaisse fumée noire envahit les couloirs. Pour fuir la scène de panique, Buzzelli remonte dans l'ascenseur, non pas en direction du rez-de-chaussée, mais en direction du 64e étage, là où se trouvent ses bureaux. En arrivant sur son lieu de travail, Buzzelli retrouve ses collègues. Personne ne sait réellement ce qui vient de se passer 30 étages au-dessus d'eux. On est en 2001, l'information ne circule pas aussi vite qu'aujourd'hui et Buzzelli décide d'appeler au téléphone sa femme Louise pour lui demander des nouvelles en espérant qu'elle ait vu quelque chose à la télévision. Lorsque Louise, sa femme, allume son poste, elle comprend immédiatement ce qui vient de se passer et prévient son mari. Un avion de ligne vient de s'écraser dans la tour dans laquelle il se trouve. Le groupe de 16 personnes dirigé par Buzzelli reprend sa descente vers le rez-de-chaussée. 26e, 25e, 24e, 23e, 22e étage. Buzzelli le sait, ils ne sont plus qu'à 21 étages d'être sauvés. Mais alors que Buzzelli commence à y croire et rassure ses camarades de fortune, la tour tout entière se met à vibrer. En un instant, les murs se mettent à trembler et un bruit extrêmement sourd et puissant retentit, comme si une montagne de béton, de pierre et de métal était en train de s'effondrer sur eux. L'air se remplit de poussière. Je suis à quelques secondes de la mort, se dit-il. Puis il aperçoit 4 flashs de lumière alors qu'il est en train de tomber côte à côte avec d'immenses blocs de béton. 4 flashs de lumière, puis un seul long flash de lumière blanche. Lorsque Buzzelli rouvre les yeux, il aperçoit le ciel bleu et une immense sensation de paix l'envahit. Il se demande si c'est ce à quoi ressemble le paradis ou s'il se trouve dans un état transitoire entre la vie et la mort. Mais rapidement, il ressent une douleur dans sa jambe droite. Lorsqu'il tente de la bouger, il déplace un tout petit bout de béton qu'il sent immédiatement tomber dans le vide. En regardant autour de lui, Buzzelli se rend compte qu'il se trouve en réalité sur une petite plateforme nichée au sommet d'une pile de débris. Il ne le sait pas encore, mais il vient de faire une chute du 22e étage de la tour au 7e étage. Enfin, plus précisément, ce qu'il reste du 7e étage de la tour. Louise, qui a vu les tours s'effondrer en direct à la télévision, ne se fait plus aucun doute sur le sort de son mari. Lorsqu'elle décroche le téléphone, elle peut entendre la voix de son mari qui lui dit «
Louise, c'est moi, je suis vivant. Ce 11 septembre 2001, 2977 personnes ont perdu la vie et près de 25 000 personnes ont été blessées. Parmi les victimes se trouvaient 412 pompiers, policiers, médecins et autres personnels d'urgence en train d'intervenir dans les tours. Lorsque Buzzelli est revenu à la vie normale après ce 11 septembre 2001, il a gravement souffert du syndrome du survivant et s'est demandé pourquoi il avait été un des seuls à survivre. Avant de terminer cette histoire, les amis, une dernière anecdote au sujet de Buzzelli. Sachez qu'il se trouvait déjà dans la tour nord en 1993 quand celle-ci fut la cible d'un attentat à la bombe. Histoire qui est totalement incroyable. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes de la série Histoire de survie et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes aventures. Bien, je vous invite à regarder l'intégrale de ce documentaire très court quand même. Je viens de vous en montrer que des extraits incroyables mais vrais. Et entre vous et moi, comment se fait-il que celui-là, cet être humain-là, a été épargné de la mort dans une catastrophe à peu près invraisemblable? Vous savez, lorsque Sodome et Gomorrhe ont été anéantis par l'intervention d'anges, on les appelle comme ça dans la Bible, mais c'était des êtres qui avaient des bras, des jambes, des pieds, il n'y avait pas des ailes, mais ils pouvaient voler, parce qu'il y avait sûrement l'appareillage qui leur permettait de voler. Mais ces êtres-là, qui étaient très beaux, ils étaient trois, ils sont allés en passant rencontrer Abraham, d'ailleurs, qui ont fait une espèce d'opération sur la femme d'Abraham, qui n'avait pas accouché d'enfant, pour lui permettre d'avoir un enfant mâle. Et ils ont continué leur chemin vers Sodome et Gomorrhe, où ils ont rencontré Lot, en lui disant qu'ils venaient en mission pour l'épargner, lui, sa femme et ses enfants, mais lui particulièrement, puis que les villes étaient pour être complètement anéanties. Chose qui a été faite. Lui, il ne pouvait pas croire ça. Un bon gars, il a dit non, un instant, je vais vous trouver des gens qui sont bons dans la ville, ils peuvent être épargnés, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas épargnés. Alors, à ce niveau-là, ben tiens, je vais vous montrer encore une autre vidéo. Celui qui est la proposition que je vous fais du site. Alors, le site, il s'agit d'un site chez Vimeo, d'ésotérisme expérimental, il y a très longtemps, dans des capsules. Alors, on regarde le passage que j'ai choisi en rapport avec Sodome et Gomorrhe, justement. Votre attention en particulier sur celui-ci, présence des extraterrestres. Alors, ça fait partie presque du folklore du phénomène extraterrestre. En tout cas, à la télévision, on en a déjà entendu parler depuis les années 60. Extrait du livre d'Eric Van Daniken, Présence des extraterrestres, nous met en relation avec des civilisations anciennes qui, elles, étaient déjà en rapport avec des envoyés du ciel. On les appelait des anges. Les anges, comment les dépeignait-on dans la Bible, entre autres? Alors, c'était des grands, blonds, aux yeux bleus, des nazis ou des extraterrestres d'une race très spécifique qui veulent à tout prix, à notre corps défendant, imposer leur ordre mondial. Regardons quelques extraits de ce document Présence des extraterrestres pour se remémorer un peu cette démarche dans les civilisations anciennes en rapport avec des êtres qui viennent de l'espace. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Que s'était-il vraiment passé? Dieu avait envoyé ses messagers pour prévenir la famille de Lot d'un désastre imminent. Les anges dirent à Lot: Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Nous savons aujourd'hui que la montagne offre une protection contre la radioactivité. Les messagers insistèrent pour qu'ils quittent immédiatement la ville. On peut se demander s'ils avaient été avertis d'une explosion atomique.
chose est sûre. Les villes florissantes de Sodome et Gomorrhe furent rasées et anéanties d'un seul coup. En ce temps-là, l'homme ne possédait pas la puissance nécessaire pour porter ce coup fatal. La fin de la catastrophe est décrite en ces termes. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Le mont Horeb, dans la chaîne du Sinaï, se dresse à plus de 2000 mètres. C'est donc dire que Lot est informé de la dévastation qui arriverait bientôt dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Mais les autres personnes qu'il côtoyait, qu'il voyait, avec lesquelles il pouvait parler, n'en savaient rien. Ben, c'est ça qui est le problème. C'est que l'élu qui est informé va être obligé de garder le secret, puis de faire des choses qui vont lui permettre de garder sa vie. La destruction des tours de World Trade Center, étrangement, elles sont comme parties en fumée. Il est resté quelques madriers en acier ou en citron qui sont restés debout à la fin, mais sur la quantité qu'il y avait pour tous ces édifices énormes, c'était très peu. Et là, j'ai rencontré, lors de la 100e vague, un monsieur, Philippe, qui m'a abasourdi avec sa façon de voir tous ces événements-là. La mort de Kennedy, les tours du World Trade Center, le COVID, la pandémie, et tout le reste. C'est très étrange. Je vous prie de me croire, ça va être initiatique pour tout le monde de l'écouter. Prenez-en, laissez-en, comme la semaine dernière, je vous disais en écoutant Régis. Et vous retrouverez l'ensemble de cette rencontre que j'ai eue avec Philippe dans le Club Créé du mois d'août. On l'écoute ensemble. Philippe, parle-nous donc de ce que tu penses de l'idée que la matière, les bâtiments World Trade Center se sont comme pulvérisés. Ça veut dire devenir de la poudre. On sait qu'actuellement, là, il y a eu des feux à Hawaï. On pense la même chose. Comment se fait-il que les bâtisses sont complètement pulvérisées? À côté, il y a des arbres, il y a des automobiles. Ça a fondu, même l'aluminium a fondu dans les autos, qui a coulé sur l'asphalte. Et puis, il y a des maisons qui ne sont pas touchées. Puis, hop, deux maisons plus loin, c'est fini, ça reprend tout le bord de l'eau, particulièrement le bord de l'eau. Les maisons riveraines ont été éliminées, comme s'il y avait quelque chose qui était manipulé. On entend parler de DEW, D-E-W, pour Direct Energy Weapon. En français, ce serait des armes à énergie dirigée. Ben oui. Est-ce que ça se peut? Parle-nous donc de ça, Philippe. On t'écoute avec beaucoup de discernement dans tes propos. Bon, qu'est-ce qu'ils ont pris pour faire le clivage moléculaire? C'est en gros les gros lasers du Livermore National Laboratory qui effacent la matière, qui passe de molécule à atome, puis ça efface la matière. C'est aussi fou que ça. Et pour ce qui m'a fait mal, parce que je me disais, ceux qui ont fait l'imagerie puis qui ont travaillé là-dessus, ils devaient être à Los Angeles ou peut-être à Boston. Puis à un moment donné, je découvre qu'il y a une gang de Montréal qui a travaillé là-dessus, que le logiciel, c'est ça. J'ai dit, tabarnouche. À force de gratter, à un moment donné, tu vois que des possibilités, il n'y en a pas tant que ça. À un moment donné, je rencontre quelqu'un, une automne, un informaticien, et je lui pose une question bien précise. Je lui dis, le deuxième avion, c'est qui l'a fait? Et il y a un Québécois, et il me donne un nom. Ça veut dire que quand tu creuses, tu vas finir par tomber sur quelque chose d'extrêmement précis. Ça peut pas être n'importe quoi. Qu'est-ce qui est arrivé des passagers de ces faux avions-là? Bien, les passagers, ce qui est incroyable, c'est que il y a un moment donné, je rencontre un joueur de hockey. Ce qui est drôle, je le rencontre, c'est à rue Saint-Laurent, pas loin de la SAT, Société des arts technologiques, qui est un peu impliquée dans cette affaire-là. Et puis,
Lui, c'était un ancien joueur de hockey, un de mes Sirois, je pense, qui vit à Sainte-Adèle maintenant. Puis il me dit, c'est impossible ce que tu racontes, parce qu'il y a un joueur de hockey qui était dans un avion puis il a foncé dans les tours. Et là... Et il est disparu après. Ouais, mais là, je cherche un peu et je me rends compte qu'il est mort dans un hôpital dans la semaine avant. Ça veut dire qu'on n'a aucune gêne. Ces gens-là, ils n'ont aucune gêne d'aller dans les morgues. Les morgues ou même dans les journaux. Les journaux, là, tu sais, décès. Puis associer un mort. Puis le ramasser, puis l'asseoir dans un avion. Je dis, ils ont vraiment... Autour du mémorial, c'est fait par ordinateur, là, tous les gens, parce que les édifices étaient vides. C'est pas 3000, c'est plus 300. Et les 300, c'est des gens qui étaient dans la rue, s'il n'y avait pas des immeubles, qui ont respiré tellement de chenoutes qui sont tombés. Mais dans les tours, il y avait quand même des gens qui travaillaient là. Non, parce qu'ils étaient en train de poser de la fibre optique puis enlever l'amiante. Donc, tous les gens avaient été déplacés dans d'autres immeubles de New York. Ce qui est solide, c'est les gens directement qui vivaient en face au New Jersey, où j'ai parlé, par exemple, à quelqu'un qui était boss boy dans un restaurant où tu vois tout le World Trade. Bon, eux autres, c'est collé là. Il y en a qui... Puis il y a bien des pilotes qui disent c'est tellement... c'est impossible de faire ça. Puis même, ils calculaient les vitesses aussi. Ben oui. Et ils disent, les avions se promènent à des vitesses quand ils sont plus en hauteur, et non pas quand tu es aussi bas que ça, tu ne peux plus aller à ces vitesses-là. Il y a plein d'affaires qui disent de toutes les façons possibles que c'est impossible cette histoire d'avion-là, que c'est forcément... ça fait partie de l'histoire. Mais... Qu'est-ce qui est une bonne information ou non? C'est touché parce que, tu sais, à un moment donné, plein de monde disait ouais, ben, vous avez des preuves qu'il y a des pièces d'avion, puis on va en porter, mais on va porter un devant de turbine. Quand tu regardes la hauteur, c'est ça. Bon, un 737, c'est pas ça, là. C'est 7-8 pieds de haut. Ah oui. Et après ça, on dit, quelques années après, parce que tout le monde disait quelque chose qui ne marche pas dans cette affaire-là, on aurait dû trouver les ailes en titane du moteur, des choses de même. Parce que ça fond juste à 3400 degrés, ce qui est tellement élevé. Alors là, il y a des morceaux d'un train d'atterrissage qui est retrouvé sur un toit pas très loin. Bon, c'est placé là, je veux dire. C'est qu'ils suivent. Ils trouvent le passeport de... Ben ouais. Ça se tient pas de mais non, ça ne tient pas la route. Je veux dire. On dit à ce moment-là qu'il avait vu carrément un missile qui est rentré dans le Pentagone. C'était pas un avion avec des ailes. Mais mon feeling, c'est pour le rendre là, probablement tout simplement, c'était sur les ailes d'un drone, parce qu'à terre, à la fin, il y a des bouts de tôle minces. Alors le drone, lui, a continué sa route, puis il n'a pas fait de dommages, mais il avait lancé un missile balistique qui était probablement sur une aile, puis ça a fait un beau trou rond, puis peut-être 1 ou 2 missiles de contact qui a fait sauter le département de comptabilité. Ouais. Après ça, quand tu regardes la Pennsylvanie, c'est plus un missile Tomahawk, qui sont des missiles ailés, téléguidables, parce que tu vois le trou avec 2 trucs creusés dans le sol. Ouais, ouais. Donc, il y avait des petites ailes. Ouais. Et il y a 2 clusters de déchets. Il y a un cluster plus loin, puis un cluster par là. Et dans les arbres, il n'y a aucun running shoe ni serviette, parce qu'à chaque fois que tu as un accident d'avion, tu as toujours les valises qui ouvrent, puis tout ce qui est springneux, là, c'est-à-dire tout ce qui est des trucs comme ça, finissent à droite et à gauche, c'est normal. Là. Alors, il n'y a rien de ça. Ce qui fait que tu as 2 clusters. Moi, pour la Pennsylvanie, c'est un drone qui est visé par un Tomahawk. Donc, c'est un peu labeur. Pour inciter la population américaine à voter pour on va abattre. Ouais, puis aussi après ça, passer le Patriot Act. Puis, et après ça, maintenant, au niveau de Manhattan. Comme tu dis, hein, des révisionnistes comme pour le meurtre de Kennedy. Alors, je vous invite encore une fois à poursuivre votre étude ou écoute de ces vidéos. Celui-là se retrouve dans le club créé, dans l'intégrale de la rencontre que j'ai eue avec Philippe. Et pour terminer, parce que le temps passe vite, c'est simplement de vous dire qu'il y a aussi sur YouTube une vidéo fort intéressante en rapport avec un recul total de notre réalité face à des êtres primitifs
de la même manière que des êtres beaucoup plus évolués que nous auraient face à nous leur primitif à eux. Vous allez me comprendre. Quand je parle de eux, c'est les extraterrestres qui nous regardent avec autant de distance et même plus que ce que nous avons, nous, face à des tribus de papous. On va écouter ce documentaire français. Je le débute à 3 minutes 49 secondes, mais encore une fois, il faut l'écouter en entier pour avoir le plaisir de bien comprendre le sens de cette présentation dans notre émission aujourd'hui. On dit que c'est la première star planétaire. On dit que n'importe... Oui, ce qu'il faisait, c'est qu'il présentait dans une tribu papou, sur un laptop, dans un écran d'ordinateur portable, des documents qui représentent la civilisation de nous autres. Et on leur montre à des gens qui ont été habitués à parler avec le groupe, qui ont fait d'ailleurs un film un jour, Deux Papous à Paris. Et après, ils ont montré à ces gens-là qu'est-ce qui se passait dans notre monde. Des clips. Et écoutez bien leur réaction, encore une fois, à la destruction du World Trade Center. On dit que n'importe quel endroit dans le monde, quelqu'un connaît Michael Jackson. Donc même dans votre tribu, les jeunes le connaissent. Holy fuck! C'est le 11 septembre, 2 avions qui rentrent dans des tours à New York. Quelqu'un veut réagir? C'est comme les mauvais sorciers chez nous. Ces gens n'ont de pitié pour personne. Les gens qui ont fait ça n'ont pas de cœur. Ils ne savent même pas qui ils tuent. Voilà, c'est ce qu'on fait de nos personnes âgées. Très souvent, en France, lorsque les personnes sont trop âgées, on les met dans des hospices, dans des maisons, sans leur famille, sans leurs enfants. Qu'est-ce que vous faites de vos vieux, vous? Pour nous, nos vieux sont sacrés. Nous nous occupons beaucoup d'eux. Nous ne les abandonnons jamais. Ce sont nos ancêtres, nous les accompagnons. On les soigne jusqu'au bout. Il n'y a pas d'endroit pour les vieux ici. La famille s'en occupe jusqu'à la fin. Nous devons nous rappeler de tout ce qu'ils ont fait pour nous, de la naissance jusqu'à notre vie d'adulte. Ces images me rendent triste. Ça n'arriverait jamais chez nous. Nous, en France, lorsque on veut dire à une femme qu'on l'aime, on l'embrasse sur la bouche. Vous faites ça aussi, vous? Chez nous, jamais on ne s'embrasse sur la bouche. On se parle, on apprend à se connaître, et ensuite on voit si ça se passe. Comment vous dites à une femme que vous l'aimez? Quel geste vous faites pour qu'elle comprenne que vous l'aimez? On prend une femme dans nos bras, on la caresse. Si elle se laisse faire, c'est bon. Sinon, elle nous repousse. En Occident, nous, on a été obligés d'inventer ce médicament pour ne pas avoir d'enfants. Vous connaissez ça? Nous n'avons pas besoin de prendre de médicaments. Nous avons ce qu'il faut dans la forêt. Nous avons même des plantes qui permettent d'avorter en tout début de grossesse. Dans une partie du monde, les femmes sont habillées comme ça. Leur mari doit être très jaloux. Elles n'ont pas trop chaud? Vos femmes vivent nues, qu'est-ce que vous ressentez devant ces voiles? Mais comment elles se lavent? Elles doivent rester comme ça, à l'intérieur de leur maison? Elles ont le droit d'enlever les vêtements ou pas? Après tout, si c'est leur culture. Je trouve ça bouleversant. Sans la comprendre, on sent qu'il y a quelque chose de sacré. Je vous vois tous très beaux avec vos coutumes, avec vos rites. Est-ce que vous n'avez pas peur, lorsque vous voyez ces images du monde, d'être mangé par ce monde, d'être englouti par ce monde? Bien sûr que nous sommes très inquiets. D'ailleurs, si on vous a permis de nous filmer, c'est pour que vous montriez aux Blancs qui nous sommes. Nous sommes très angoissés pour l'avenir de nos enfants.
Mais quelle sera leur vie? On sent la pression de l'homme blanc qui monte tout autour de nous et de notre forêt. Et que vous le vouliez ou non, nous résisterons. Et nous nous battrons pour que vous ne souilliez pas notre terre. Oui, c'est ainsi que se termine ce documentaire avec les Papous. Alors, pour la rencontre d'aujourd'hui, j'espère qu'on se comprend. Il y a des êtres qui sont éveillés. J'ai mis la casquette, que vous reconnaissez sûrement. Gardiens pour la Terre. Il y a eu le COP15 à Montréal en décembre. Donc, toute l'année 2023 est une année importante, autant que l'année 2010 l'était après le COP15 numéro 1 qui avait eu lieu à Copenhague en 2009. C'était l'année 2010. Comme dans les romans de science-fiction de Arthur C. Clarke, 2001, Odyssée de l'espace, 2010, l'année du contact. Et l'année du contact, ben, c'est l'année où ces êtres-là sont venus aider, à partir de COP15 de Copenhague, pendant l'année 2010 qui suivait l'année 2009, puisque la réunion avait eu lieu à la toute fin de l'année 2009, en décembre, fin décembre. Et l'année 2010, on leur donnait 2 ans pour prendre le contrôle de la planète avec les intuitions, les suggestions, les hasards créés de toutes pièces par la science des anges. Et on a compris que ces autorités n'avaient pas rempli leur mission et qu'ils ont eu des comptes à rendre après 2010-2011, en 2012, et ensuite, ces êtres-là ont décidé de donner la responsabilité au petit peuple, c'est-à-dire vous et moi, des gens qui n'ont pas d'autorité, mais qui ont peut-être un peu comme Lot, des raisons de vouloir survivre et d'être propre, d'être correct, de ne pas être comme les archontes, vouloir dominer par l'orgueil, par la peur, par l'appât du gain. Alors, on comprend que derrière tout ça, il y a une façon de vivre, il y a une façon d'être, il y a une façon de comprendre les choses. Et c'est là qu'est tout le problème, la problématique. Chacun a son point de vue sur les événements. Notre point de vue, c'est notre manière d'être dans la vérité de ce qu'on voit. Quand on le voit, on le touche, on le vérifie. C'est vrai, pour chacun pour soi. Mais on doit se rendre compte qu'on est rendu à une époque où on a contact avec la réalité des autres, le point de vue des autres. Et au lieu de défendre notre point de vue, c'est d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre, et au lieu de s'affronter dans des débats stériles, intellectuels, ou alors dans des confrontations physiques, guerrières, qui entraînent que des destructions. C'est peut-être de prendre un certain recul, laisser les Papous vivre dans leur forêt. N'essayons pas de les convaincre, de changer. Peut-être qu'avec le temps, en nous observant, ils désireront s'approcher de notre façon de vivre. Pas avec les aspects négatifs de notre société, mais avec les aspects très positifs. Et ces êtres d'en haut qui nous observent, parce que c'est beaucoup par le regard, par le fait qu'ils observent, depuis qu'il y a la sentinelle sur la Lune et depuis qu'il y a le 3e œil de Big Brother, il y a quelque chose qui nous impose une façon d'être, simplement par le regard, comme les fameux soldats qu'on appelle les Nations Unies, les bérets bleus, parce qu'en réalité, ils ne sont pas censés intervenir militairement dans les combats, dans les confrontations, mais être témoins pour rapporter leur témoignage à la Cour internationale de la Haye. Et même si quelqu'un est président d'un pays, Milosevic s'est fait ramasser après la guerre de Yougoslavie, puis on l'a amené au tribunal de la Haye, et il a été jugé et envoyé en prison, même s'il avait été élu démocratiquement, parce qu'il était un criminel de guerre. Alors, il y a des choses qui changent dans notre monde. Il faut remarquer qu'il y a une évolution qui va se faire
Elle est très lente, peut-être trop lente à notre goût, mais à mesure que les archontes font des choses négatives, ça joue contre eux. On en parle, c'est pas fini, mais j'espère qu'aujourd'hui vous avez juste saisi un peu le sens de notre rencontre. C'était simplement de réaliser qu'on n'est pas seul dans l'univers, que leur manière d'agir n'est pas très perceptible à tous, mais qu'il y a des lots qui sont en contact avec ces êtres-là. On n'a qu'à réfléchir sur notre propre réalité, notre être, et de se dire, est-ce qu'on fait partie des élus ou est-ce qu'on est, comme on dirait, on peut gagner le prix Nobel, mais il faut être nobélisable. On peut être respecté, mais il faut être respectable. Et puis on peut être élu parce qu'il faut être juste, comme ils disent, tout simplement. Merci de votre attention et on se retrouvera la semaine prochaine au Vidéolandia numéro 35. Et comme je vous disais, vous retrouverez tous ces vidéos, même à l'endroit précis où je les ai fait entendre, voir, mais la plupart, l'intérêt c'est de les regarder du début à la fin, autant que possible. Bonne lecture dans le complément surprenant et à la semaine prochaine. Merci de votre attention. Vous retrouvez dans le club créé du mois d'août les rencontres que j'ai eues avec M. Philippe cette semaine et la semaine dernière avec Régis. Voici maintenant des liens directs avec les documents qui vous intéressent à retrouver. Au plaisir!